Je suis très content d'être ici. Hey, tu as toujours un problème avec ton micro encore plus là. Hein. Ah, tu parles dedans, ça fait, c'est un peu le concept. Mets-le un peu plus bas, non, alors je sais pas. Non, sinon on va entendre beaucoup le crachat là. Non mais je veux dire, Non, j'ai toujours aimé ta finesse d'esprit. bon, fais comme tu veux. Hein. S'il crache trop, vous direz. C'est bon là. On n'a peut-être pas les mêmes techniques de prise de parole. Tu es bon là. Et lui, c'est le pro de la conférence, je peux vous dire. Hein, comme Michael Aguilar. Vous connaissez Michael Aguilar? Il était venu à. Bon, allez, on est parti. Voilà. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis très content d'être là au Social Selling Forum d'Angers. Social Selling. C'est un peu fort, hein, effectivement. Social Selling, c'est-à-dire un forum dans lequel on parle des techniques de vente à travers les réseaux sociaux. Donc un monde dans lequel il y a de la technologie, il y a des outils, il y a des algorithmes, demain de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'humain. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes ici tous témoins, et je l'espère pour vous, acteurs, d'un événement important de notre siècle, ou en tout cas de notre époque, c'est la mort du métier de commercial. Non pas la mort du commercial, comme j'arrive parfois à le lire dans la presse, mais la mort du métier de commercial tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans un monde où il y a des jobs ici de tous les côtés, chauffeurs de taxi, et j'en passe, peut-être demain dirigeants d'hôtel, etc., on parle rarement du commercial, mais on est dans un monde où on est en train de disrupter la vente. De la même manière qu'on a disrupté l'hôtellerie, le taxi et plein d'autres métiers, la communication, le marketing et plein d'autres. Alors ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais je voudrais vous montrer, en tout cas vous expliquer peut-être une vision un peu différente des choses. Le métier de commercial tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est quoi? En fait, le commerce, il est né quoi? Il y a 8-10 000 ans à peu près, quand on s'est sédentarisé avec la naissance de l'agriculture. On a parfois un peu trop de choses, donc on a envie de les donner, puis il nous manque des choses parce qu'on est sédentaire, et du coup on a envie d'en récupérer, on a inventé le troc, et puis la monnaie, le commerce, etc. Je vous fais l'histoire du monde très très rapidement, jusqu'à arriver finalement à avoir des commerces sédentaires, des commerces itinérants, les marchés, etc. Et puis est arrivé un événement, lors de la dernière grande révolution industrielle, on a appris à créer des entreprises dans lesquelles on produisait énormément, et ça tombait bien parce qu'il y avait de la demande. Donc il suffisait de produire pour vendre derrière, donc c'était assez facile. Les gens achetaient facilement, et puis les époques ont avancé, et puis à un moment donné, on va se retrouver dans les années 50-60 à peu près, où l'économie se renverse, et puis là, on ne peut plus vendre tout ce qu'on produit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher les clients pour les faire acheter nos produits. Et c'est là que le métier de commercial moderne est né finalement. À partir du moment où il faut aller chercher les clients, eh ben on met en place des forces de vente, telles qu'on les appelle, pour pouvoir aller prospecter, convaincre ces clients que nos produits sont les meilleurs, convaincre nos clients qu'il faut acheter nos produits. Et donc, on a inventé des techniques de vente, des organisations commerciales qui faisaient qu'au bout d'un moment, on arrivait à vendre quasiment tout et n'importe quoi avec des super organisations commerciales, avec la technique qui fait que plus on met de commerciaux sur le terrain, exactement comme dans l'armée, et plus on fait de chiffre d'affaires avec des ratios qui sont à peu près mathématiques. Sauf que tout a changé. Tout a changé avec notre époque qui change, l'arrivée d'Internet bien sûr, l'arrivée de nouvelles technologies, peut-être l'essoufflement aussi d'un certain nombre de techniques de vente. On disait le client est roi, c'était une vaste fumisterie, le client n'a jamais été vraiment roi quand on est une entreprise. On a envie de servir le client, lui faire plaisir, mais on ne dit pas au client tu es roi, puisqu'il y a toujours un jeu de pouvoir qui se passe dans la vente, donc si on donne tout le pouvoir au client, finalement ça ne marche plus. Donc on essaie de garder le pouvoir. Mais là, les choses ont changé. Internet est arrivé, des nouveaux moyens de communication, des nouveaux moyens d'échanger, de s'informer, de communiquer, de donner son avis, etc., etc. Et puis, là, le métier de commercial change, ce qui fait qu'au final, le métier de commercial tel qu'on le connaît aujourd'hui est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité qui aura duré quelque chose entre 50, 60, 70 ans à peu près, en fonction de sa fin annoncée. Alors, dans ce monde de technologie, qu'est-ce qui change? On se retrouve... Ah oui, pardon, je parlais d'Internet, parce que Internet aussi, finalement, peut-être qu'il est mort. Aujourd'hui, alors il n'est pas mort en tant que tel techniquement, mais l'Internet tel qu'on le connaissait, où on présente nos produits comme ça, simplement de manière statique, est quasiment mort aujourd'hui. Aujourd'hui, le trafic se fait sur les réseaux sociaux, la communication se fait sur les réseaux sociaux, notre présence, votre présence commercialement parlant, se fait sur les réseaux sociaux. Il suffit de regarder
un certain nombre de réseaux sociaux que je vous ai mis, ils sont probablement pas tous notés ici. Et donc, ça veut dire que nous, en tant que vendeurs, d'une certaine manière, on est amené à se positionner là où le trafic est, en fonction de notre métier. Alors bien sûr, on va trouver au centre les plus connus, hein, ceux que vous utilisez peut-être pour votre business, Facebook, Twitter, LinkedIn, dont on parle beaucoup, mais aussi YouTube, Instagram, Pinterest, et j'en passe. On peut aujourd'hui communiquer sur quasiment tous ces réseaux en fonction de notre cible. Alors que se passe-t-il dans un monde où finalement, comme le montre cette étude ici qui date déjà de 2014, faite aux États-Unis, auprès d'acheteurs B2B, donc ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans un monde où 59% des acheteurs B2B préfèrent ne pas avoir de contact avec un vendeur pour décider. 59% préfèrent ne pas avoir de contact avec un vendeur. Alors c'est vrai qu'on rentre dans un monde, finalement, où c'est la technologie qui prend le relais sur un certain nombre d'actions commerciales. Alors pour ça, on va regarder ce qu'est une action commerciale. Historiquement, je vous ai montré, je vous ai affiché ici un cycle de vente très classique d'une entreprise de prestation de services ou pas d'ailleurs, B2B essentiellement. Alors un cycle de vente, c'est quoi? C'est on prospecte, on fait une phase d'avant-vente, on négocie, la vente se réalise, ensuite on produit, on livre, on fait la prestation en fonction de notre métier, et puis ensuite le client paye. Voilà ce qu'est, comment on est centré sur notre métier historiquement, nous, quand on est vendeur. Finalement, c'est un métier qui est hyper égocentrique du métier de commercial parce que je suis centré sur ma propre organisation et sur mon propre métier, sur mes propres produits. Ce qui est intéressant, c'est que si on se regarde, si on change la vision et qu'on regarde du point de vue client, lui, le client, il a un parcours d'achat. Et ce parcours d'achat est un peu plus grand. C'est-à-dire que son besoin, il naît avant que vous en ayez connaissance. Donc son besoin naît, il va rechercher un certain nombre d'informations, puis tout le cycle de vente se passe, et puis à la fin, il va y avoir l'utilisation du produit, et puis la satisfaction ou l'insatisfaction face à l'utilisation de ce produit ou de ce service. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant, et vous voyez que c'est plus long. Mais il y a un cycle encore plus long, qu'on va appeler l'expérience client, dont vous avez déjà entendu parler plein de fois. Cette expérience client, c'est quoi? C'est que avant même que le client ait eu ce besoin, peut-être qu'il vous connaît déjà, peut-être qu'il a eu un échange avec vous, peut-être qu'il a déjà une affinité par rapport à la marque, par rapport au produit, par rapport à vous-même en tant que personne. Et à partir du moment où il va avoir le besoin, eh bien tout ça, tout le reste va se dérouler. Je vous donne un exemple, je suis sûr que si vous n'avez jamais acheté un billet d'avion sur Internet, vous avez tout de suite une marque qui vous vient à l'esprit d'un site web pour pouvoir aller acheter votre billet d'avion ou votre chambre d'hôtel. Et pourquoi ce site-là plus qu'un autre? Vous avez développé un genre d'affect, une notoriété, un travail, un échange avant avec cette marque. Donc le parcours d'achat se passe, et puis à la fin, satisfaction, insatisfaction, il y a une forme de fidélité, ou non d'ailleurs, qui se crée, mais on va espérer que ce soit un genre de fidélité. Et puis cette fidélité va générer de l'affect. Ce qui est intéressant et qui rebondit sur le chiffre que j'ai donné juste avant, c'est qu'en fonction des secteurs d'activité, en fonction des métiers bien sûr, la plupart des études montrent qu'à peu près la moitié de la décision d'achat se réalise avant de rencontrer un vrai être humain. La moitié à peu près, donc encore une fois ça dépend des métiers, hein. Si on vend des chambres d'hôtel ou des Airbus, c'est pas exactement pareil, mais en moyenne c'est ça. Ça veut dire que si la moitié de la décision est faite et prise avant de rencontrer un être humain, il faut que j'ai une action avant que moi, être humain, j'intervienne. Quel genre d'action? Et j'allais dire, il n'y a même pas que avant, mais il y a après. Parce que souvent dans l'utilisation, le sentiment de satisfaction, d'insatisfaction, de fidélité et d'affect, il n'y a pas forcément un être humain en face. On le vit tout ça sans être en contact avec son commercial. Donc, ça veut dire que la clé du business aujourd'hui se fait dans ce qui est écrit en rouge, dans ce qui est entouré en rouge. Et là, je l'ai fait sur un parcours B2B, un métier B2B général, mais je travaille beaucoup aujourd'hui avec les experts comptables. On peut faire à peu près le même avec les experts comptables, qui est un petit peu différent, mais quasiment le même. Et puis, je vous parlais de chambre d'hôtel parce que j'étais il y a 2 semaines dans un grand groupe d'hôtellerie, et on s'est amusé à faire le même travail. Et voilà ce qu'on retrouve quand on fait ce travail avec des hôteliers. Et encore, ils nous disent, même dans l'utilisation, des fois on ne voit pas le client. Et il ne nous dit même pas s'il est content, pas content, etc. Donc c'est quasiment transparent. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce monde qui est rempli d'algorithmes, de mains d'intelligence artificielle, de modèles prédictifs, etc. où le client finalement décide sans voir un être humain, et quelle est la place du commercial?
Alors, on va utiliser des outils, social selling, marketing automation, inbound marketing, demain des modèles prédictifs, des analyses comportementales, de la data analyse, etc., de l'intelligence artificielle, bien sûr. Voilà aujourd'hui où se positionne la force du commerce. Ça veut dire que si je monte une boîte demain, si vous montez une boîte, si vous avez votre boîte, développer commercialement son activité en se disant je vais embaucher 1, 2 ou 3 commerciaux, je vais leur demander de prospecter, de faire un travail un peu sur les réseaux vite fait, et encore juste pour dire qui ils sont, et puis après je fais mes réseaux physiques, ça veut dire que j'ai loupé quasiment toute la mutation de ce métier de commerce. Et ça veut dire que je ne suis pas du tout dans une posture alignée avec mon temps, mais surtout efficace par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que je suis toujours dans une démarche où j'envoie, je sors de chez moi pour aller essayer d'aller chercher le client, alors que la vraie démarche aujourd'hui, c'est de donner au client un certain nombre d'éléments, de transmettre ce que l'on sait, notre savoir, notre connaissance, des avis, des informations, etc., pour intéresser quelqu'un qui va ensuite venir nous demander ce qu'on fait, ou en tout cas nous demander des informations sur nos produits. Ça veut dire qu'avant, on avait des entonnoirs de vente qui étaient très larges, je prospecte très très large, et puis je mets beaucoup d'énergie pour avoir un petit panel de prospects potentiels, et puis l'entonnoir se resserre jusqu'à un projet potentiel et jusqu'à gagner l'affaire. Aujourd'hui, le but du commercial, c'est d'arriver à partir du moment où il y a un projet identifié. C'est-à-dire que toute la phase amont, ce n'est plus des forces humaines, ce sont des forces technologiques, digitales. Bien sûr, derrière, il y a des humains, donc c'est un changement de métier, un basculement de métier, mais c'est une action, on va dire, digitale. Alors, j'avais envie de vous donner 3 clés pour pouvoir travailler, et vous allez voir que les intervenants d'après vont utiliser parfois ces mêmes clés parce qu'elles sont presque aujourd'hui essentielles dans un monde de social selling ou de façon générale de marketing digital. C'est de ne plus vendre. Deuxièmement, de miser sur les valeurs, et troisièmement, de miser sur l'émotion. Alors ne plus vendre, ça veut dire quoi? Ne plus vendre, ça veut dire donner l'envie d'acheter. Donner l'envie d'acheter, les 3 mots sont super importants. Parce que je donne. J'ai dit tout à l'heure qu'on passait d'une stratégie où on allait chercher comme ça, où on commence par donner. On donne quelque chose. Donc réfléchissez à ce que vous avez, vous, à donner. Du temps, bien sûr, mais des conseils, des avis, des informations, etc., chacun en fonction de votre métier. L'envie, elle est là. Ça veut dire que je dois donner l'envie, ça veut dire que l'acte d'achat se fait essentiellement par une notion d'envie qui est ici, par une notion d'émotion, et j'y reviens juste après. Et c'est grâce à l'émotion essentiellement que va se déclencher l'acte de vente, et encore une fois, j'y reviendrai après. Comment on fait tout ça? J'avais un petit test à vous faire, si je la retrouve. Je voulais savoir, tiens, je vais demander un peu au hasard, combien ça vaut ça? Ah oui, quand même. Je fais le boulanger, ça va être compliqué. Combien ça vaut? La valeur qu'on peut lui donner. 2 € normalement. 2 €. Ok. Quelqu'un a dit, je ne sais pas qui, la valeur qu'on veut bien lui donner. Effectivement, ça peut valoir 2 €, prix marché. Le prix que je peux vendre cette pièce. Mais ça vaut à peu près 60 centimes. C'est-à-dire son coût de revient. Mais ça peut valoir un café crème en terrasse. Et si je croise un copain, c'est une demi-heure de plaisir avec mon pote en terrasse à boire un café crème, grâce à 2 €. Alors quelle est la valeur d'un produit? Est-ce que vous pensez vraiment que l'intérêt il est dans les 2 €? Est-ce que vous pensez vraiment que l'intérêt il est dans les 60 centimes? Non, il est dans les 2 autres. Dans la valeur qu'on y gagne. Alors parlons valeur. Je ne vais pas vous faire un cours magistral sur la valeur, mais il y a 4 types de valeurs. Vous ne retiendrez pas tout, mais peu importe, vous retiendrez l'idée générale. La valeur intrinsèque, la valeur extrinsèque, la valeur ajoutée et les valeurs. Qu'est-ce que c'est? La valeur intrinsèque, c'est la technicité de votre produit, c'est-à-dire en quoi elle est faite cette pièce. En quoi elle est faite? Un métal, elle pèse tant, etc., et elle vaut 2 €. Voilà. Ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas avec ça que je vais vendre. Il y a la valeur extrinsèque, c'est-à-dire tout ce qui est la valeur de la marque, l'organisation de mon entreprise, les relations que j'ai avec mon client, bref, tout un tas de valeurs qui ne sont pas dans la technicité du produit. Elles ont plus de valeur pour la vente. Mais ensuite, il y a la valeur ajoutée. C'est ça qui est intéressant. Cette pièce, la valeur ajoutée, c'est un café crème. Ou un café crème avec mon pote en terrasse pendant une demi-heure. Et puis ensuite, il y a les valeurs. Ce sont ces valeurs qui nous rapprochent. Est-ce que vous pourriez être ami avec quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs? La réponse est non.
vous vous retrouvez, vous partagez des moments ensemble parce que vous avez les mêmes valeurs. Alors si vous voulez partager de bons moments avec vos clients, trouvez les clients qui ont les mêmes valeurs. Et là, naturellement, il va y avoir un lien qui va se créer, un lien de partage. Donc voilà en quoi les valeurs sont intéressantes. Et enfin, ah oui, c'est bien d'avoir des valeurs, mais après il faut savoir les exprimer de manière intelligente. Et je vous laisse ces 10 secondes de silence pour méditer cet extrait d'un film bien connu. Et je parlais d'émotion. Pour conclure, je voudrais vous montrer ce film. Vous allez vite comprendre. Oh putain! Oh, c'est magnifique. Ah, ça valait l'attente. Oh la vache. C'est génial. Oh, non, mais ça rajoute 50% de sensation en plus. Quoi. Alors, bien sûr, dans cette conférence sur la génération Y et son vocabulaire élargi, vous l'aurez vite compris. Non, c'est pas du tout ça dont je voulais vous parler sur cette vidéo. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est une vidéo qui dure à peu près 50 secondes. C'est le temps de l'attraction, c'est Osiris au parc Astérix, pour ceux qui l'ont compris. Je voulais m'arrêter quelques secondes sur ce parc d'attractions ou n'importe quel parc d'attractions. Combien ça coûte un parc d'attractions? Entre 40, 50, 60 euros en fonction du parc et des prix que l'on a. Il y a le trajet. Si on habite Angers et qu'on va à Astérix, c'est quand même 3 heures de route, de l'essence, du péage. On se lève à 3 heures du matin, avec le sourire en général. Je ne sais pas si vous vous levez souvent à 3 heures du matin avec le sourire pour aller travailler. Mais là, on a le sourire. Même si on a un peu de bouchon, c'est pas grave. On est content d'arriver. Quand on mange sur place, on doit dépenser 15, 20 euros à peu près en fonction de ce qu'on mange et du temps qu'on y reste. Si on reste 2 jours, c'est bien sûr plus cher avec un hôtel. Et donc panier moyen d'un parc d'attractions en fonction du parc d'attractions, quelque chose entre 80 et 120 ou 150 euros en fonction de ce que l'on fait par personne. Dans un parc d'attractions, on fait à peu près 5 à 7 vraies attractions, 2 à 3 sensations fortes, 2 à 3 sensations secondaires, et puis le reste, c'est de la balade dans des attractions très, très, très secondaires. Question, seriez-vous prêt à dépenser quelque chose entre 80 et 150 euros pour faire 5 à 7 attractions dans la fête foraine à côté de chez vous? Et vous levez à 3 heures du matin pour y aller? La réponse est non. Alors pourquoi on le fait pour aller chez Astérix, chez Disney, au Futuroscope, au Puy du Fou, etc.? Pour les mômes peut-être, mais pourquoi eux aussi ils ont envie d'y aller? Parce qu'ils nous plongent dans un univers. Et on n'achète pas juste le fait d'être assis dans un truc comme ça et de se faire secouer pendant 50 secondes. On achète un univers que l'on commence à acheter déjà 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois à l'avance, que l'on continue à 3 heures du matin en se levant parce qu'on prend des photos, on envoie des snaps, etc., machin sur Facebook, etc. On le partage également, on le vit sur le moment et après ça reste avec nos photos, etc., etc. C'est la force de l'émotion. Pourquoi vous allez là-bas et vous n'allez pas à la fête foraine, même si les attractions étaient les mêmes? C'est parce qu'à un moment donné, on vous fait vivre des émotions bien différentes, on vous plonge dans un univers. Et une émotion, ça n'a pas de prix. Donc à partir du moment où j'ai envie de vivre cette émotion, le prix deviendra secondaire. Je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais il est secondaire. La technicité deviendra secondaire. Voilà comment aussi, grâce à l'émotion, on arrive à se positionner sur d'autres niveaux de discussion, de réflexion et puis d'engagement vis-à-vis d'un client. Donc ne vendez plus, positionnez tout sur vos valeurs, faites vivre une émotion, et là vous avez toutes les clés pour pouvoir réussir sur les réseaux sociaux et être un homo commercialus du XXIe siècle. Je vous remercie. On l'applaudit bien fort. Ah, ça, super.